Règles et lois d'aujourd'hui fixent des limites claires pour la punition, qu'il s'agisse d'une peine de réclusion à perpétuité qui prive de liberté ou d'amende qui frappe durement le portefeuille. Mais l'histoire raconte une histoire bien plus sombre. Les punitions ne visaient pas seulement à corriger, elles cherchaient à briser à la fois le corps et l'esprit de la manière la plus horrible qui soit. La capacité humaine à la cruauté était sans limite, avec des méthodes qui faisaient de chaque respiration un nouveau niveau d'angoisse. Voici des punitions effrayantes de l'histoire qui vous donneront la chair de poule. Numéro 25. Lingxi. Le lingxi, également connu sous le nom de mort par 1000 coupures, était une forme d'exécution utilisée dans la Chine impériale qui définit véritablement le mot brutal. Imaginez ceci. Les condamnés étaient attachés à un cadre en bois, impuissants et incapables de bouger. Le bourreau, avec une précision terrifiante, commençait à trancher la chair de la victime, morceau par morceau, en commençant par les membres et en travaillant vers l'intérieur. Il ne s'agissait pas seulement de provoquer de la douleur, c'était une forme de punition qui symbolisait une humiliation totale. L'idée était de dépouiller la personne de sa dignité, pièce par pièce, avant qu'elle ne succombe finalement à ses blessures. Toute l'épreuve pouvait durer des heures, voire des jours, alors que le bourreau faisait des centaines de coupures, prolongeant l'angoisse et l'horreur. Dans ces dernières étapes, la victime était souvent laissée défigurée au-delà de toute reconnaissance. Fait intéressant, le lynching n'était pas seulement une question de tourment physique. On croyait aussi que cela affectait l'âme, empêchant la victime de trouver la paix dans l'au-delà. La pratique était si horrible qu'elle a finalement été interdite en 1905. Numéro 24. Scaphisme. La scaphisme, également connue sous le nom de les bateaux, est une méthode d'exécution qui provient de l'ancienne Perse. Elle était conçue pour être aussi tortueuse et humiliante que possible. La victime était placée à l'intérieur de deux bûches évidées, avec sa tête, ses mains et ses pieds dépassants. Ensuite, elle était alimentée de force avec du lait et du miel. Ça semble bien, n'est-ce pas? Faux. Le mélange provoquait une diarrhée sévère, qui, combinée au miel étalé sur leur corps, attirait une nuée d'insectes. La victime était ensuite laissée flotter dans une mare stagnante ou un marais où elle ne pouvait pas bouger ni s'échapper. Les insectes, attirés par l'odeur et le miel, commençaient à se nourrir de la chair exposée de la victime. Pendant des jours, parfois même des semaines, la personne était lentement dévorée vivante par des insectes, souffrant d'infections, de déshydratation et de la douleur inimaginable d'être dévorée par des milliers d'insectes. Numéro 23. Torture par les rats. La torture par les rats est l'une de ces punitions qui vous fait frémir rien qu'en en entendant parler. Cette méthode, qui remonte à l'Antiquité et qui est encore terriblement utilisée sous certaines formes, jusqu'au XXe siècle, pousse le tourment psychologique et physique à de nouveaux extrêmes. Le concept était d'une simplicité troublante. Placer un rat vivant et affamé dans une cage, ou un pot sur l'abdomen, ou la poitrine nue d'une victime, puis appliquer de la chaleur au contenant. À mesure que la température monte, le rat en proie à la panique, désespéré de s'échapper, commence à se frayer un chemin à travers le seul matériau mou disponible, la chair de la victime. Cette pratique grotesque a été largement utilisée pendant la révolte hollandaise au XVIe siècle, où le chef hollandais, Diederik Sonoy, la célèbre employé contre des prisonniers espagnols. La vue de la cage placée sur leur corps suffisait souvent à faire parler les soldats les plus endurcis. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Des méthodes similaires étaient utilisées en Allemagne médiévale, où des rats étaient introduits dans le corps des victimes par des blessures ouvertes. Même aussi récemment que dans les années 1970, le dictateur chilien Augusto Pinochet a été accusé d'utiliser des rats dans des formes grotesques de torture sexuelle contre des prisonniers politiques. Numéro 22. Écorchement. Une autre des punitions effrayantes de l'histoire qui pourrait vous dégoûter est l'écorchement, ou l'acte de peler une personne vivante. Cela peut sembler tout droit sorti d'un film d'horreur, mais c'était une méthode de punition très réelle et macabre, utilisée tout au long de l'histoire. Cette pratique tortueuse était souvent réservée à ceux accusés de crimes graves ou de trahison. Le processus en lui-même était aussi horrible qu'il en a l'air. Le bourreau commencerait par les extrémités, pelant lentement la peau de la chair et des tissus en dessous, pouce après pouce, dans une douleur excruciante. Les Aztèques, connus pour leurs pratiques ritualistes, exécutèrent l'écorchement dans le cadre de leurs cérémonies religieuses.
Les peaux des victimes sacrificielles étaient souvent portées par les prêtres dans ce qui était considéré comme un moyen de transférer le pouvoir de la victime. Dans la Perse antique, l'écorchement était utilisé comme une déclaration politique. Les corps écorchés de criminels ou d'ennemis capturés étant exposés publiquement comme un avertissement à autrui. Le processus pouvait durer des heures, la victime endurant une douleur inimaginable jusqu'à ce qu'elle meure soit d'un choc, d'une perte de sang ou d'une infection. Numéro 20 et 1. Le taureau de bronze. Le taureau de bronze reste l'un des instruments de torture les plus infâmes de l'histoire, conçu avec un mélange terrifiant de cruauté et de créativité. Dans la Grèce antique, vers 570 avant Jésus-Christ, un bronzier nommé Périos a présenté ce dispositif horrifiant au tyran Phalaris d'Agrigente. Le taureau, entièrement en bronze, était creux à l'intérieur avec une ouverture pour la victime. Une fois à l'intérieur, la victime était scellée et un feu était allumé sous le taureau. À mesure que le métal chauffait, la victime était lentement rôtie à mort, ses cris étant habilement canalisés à travers des tubes pour imiter le meuglement d'un taureau. Le dispositif n'était pas seulement un moyen d'exécution, mais aussi une forme de divertissement macabre. L'héritage macabre du taureau de bronze a perduré comme symbole de tyrannie et de terreur jusqu'à ce qu'il soit finalement détruit ou caché après le renversement de Phalaris. Numéro 20. La roue de la mort. La roue de la mort, également connue sous le nom de roue de Catherine, était une méthode d'exécution barbare qui a été largement utilisée en Europe pendant des siècles. Les victimes étaient souvent attachées à la roue et leurs membres étaient systématiquement brisés avec une lourde barre de fer, fracturant les os à plusieurs endroits. Dans certains cas, les membres brisés étaient passés à travers les rayons de la roue, laissant la victime mourir lentement de choc, de perte de sang ou d'exposition. La roue était ensuite hissée sur un poteau, exposant la victime agonisante ou morte comme un avertissement macabre pour les autres. Un cas particulièrement infâme impliquait Peter Niers, un tueur en série allemand. En 1581, il a subi 42 coups au cours de 2 jours qui ont systématiquement écrasé ses membres, des chevilles jusqu'aux hanches, avant d'être démembré vivant. Malgré sa brutalité, elle a été utilisée jusqu'au XIXe siècle. Numéro 19. Peine forte et dure. La peine forte et dure, qui signifie punition forte et sévère en français, était une forme brutale d'exécution utilisée dans l'Angleterre médiévale. Elle était généralement réservée à ceux qui refusaient de plaider coupables ou non coupables à leurs accusations. Le processus était aussi terrifiant que lent. L'accusé était déshabillé, allongé sur le sol et attaché avec des cordes qui s'étendaient au coin de la pièce. Ensuite, de lourdes pierres et des ferrailles étaient déplacées sur leur poitrine, augmentant progressivement en poids jusqu'à ce que la personne accepte de plaider ou meure sous la pression écrasante. L'angoisse pouvait durer des heures, voire des jours, la victime subissant une douleur immense alors que le poids écrasait son corps. Cette méthode a été utilisée pour la dernière fois en Angleterre en 1741 et a été finalement abolie en 1772. L'un des cas les plus célèbres impliquait Margaret Clitheroe, qui est morte en 1586 pour avoir refusé de plaider afin de protéger sa famille. Numéro 18. Aigle de sang. L'aigle de sang était une méthode d'exécution rituelle associée aux Vikings. Selon les sagas et les récits historiques, le dos de la victime était ouvert et les côtes étaient brisées et tirées vers l'extérieur pour ressembler à des ailes. Les poumons étaient ensuite tirés à travers l'ouverture et drapés sur les côtes, créant l'apparence d'un aigle déployé. Cette torture aurait été utilisée sur des ennemis ou des personnes ayant commis des crimes sévères. Elle était conçue à la fois pour punir et humilier les victimes de la manière la plus douloureuse possible. Bien que certains historiens débattent de l'authenticité de l'aigle de sang, il demeure l'une des punitions les plus terrifiantes attribuées à l'ère viking. Numéro 17. La bride de la médisance. Au Moyen-Âge, garder le silence n'était pas seulement un bon conseil. C'était imposé par le fer froid et dur. Voici la bride de la médisance, un outil tordu conçu pour tenir à l'écart les femmes bavardes ou expressives. Cet engin métallique s'ajustait sur la tête comme une cage, avec un mors inséré dans la bouche pour réprimer la parole. Si la porteuse osait parler, des pointes sur le mors perçaient sa langue, garantissant le silence par la douleur.
Mais la torture ne s'arrêtait pas là. La femme, souvent traînée dans les rues, était publiquement humiliante et moquée. Ce n'était pas seulement une question de punition, c'était une question de contrôle, maintenant les femmes sous l'emprise de la terreur afin qu'elles n'osent pas s'exprimer. La bride de la médisance est tombée en désuétude au cours du 19e siècle. Numéro 16. La poire de l'angoisse. La poire de l'angoisse est l'un des dispositifs de torture les plus grotesques jamais imaginés. En forme de poire, cet instrument métallique était utilisé pour infliger une douleur atroce dans les zones les plus sensibles du corps. Il pouvait être inséré dans la bouche, le rectum ou le vagin, selon le crime. Une fois à l'intérieur, la poire était lentement élargie, en tournant une vis, étirant les tissus corporels jusqu'à leur point de rupture. Ce dispositif était souvent utilisé pour punir les blasphémateurs, les adultères et les femmes accusées de sorcellerie. La poire de l'angoisse ne visait pas une punition rapide, mais plutôt à infliger autant de souffrance que possible, tout en laissant la victime en vie, du moins pour un temps. Numéro 15. La gibet. Le gibet était une punition qui ne s'arrêtait pas à la mort, il se poursuivait, transformant le corps du criminel en un symbole terrifiant de la loi et de l'ordre. Après l'exécution, le corps du criminel était placé dans une cage en fer et pendu dans un lieu public. Là, il était laissé à putréfier, exposé à la vue de tous. Le but? Servir d'avertissement sinistre à quiconque songerait à commettre un crime similaire. La vue d'un corps en décomposition, tombant lentement en morceaux dans sa cage, était censée inspirer la peur dans le cœur des vivants. Le gibet était courant en Angleterre au cours du XVIIIe siècle et était souvent utilisé pour les bandits de grand chemin, les pirates et les meurtriers. La pratique a finalement été abolie en 1834, mais son image horrible hante encore les pages de l'histoire. Numéro 14. Le berceau de Judas. Le berceau de Judas, également connu sous le nom de chaise de Judas, était un outil de torture cauchemardesque utilisé au cours de la période médiévale. Il était particulièrement infâme durant l'Inquisition espagnole. Imaginez une pyramide en bois ou en métal, son extrémité pointue menaçante dirigée vers le haut. La victime, liée par des cordes, serait lentement abaissée sur cette pointe, conçue pour pénétrer l'anus ou le vagin. Le poids de son propre corps provoquerait progressivement un enfoncement de la pointe, infligeant une douleur atroce. Dans certains cas, la torture était intensifiée en ajoutant des poids aux jambes de la victime, les tirant davantage sur la pointe acérée. Pour rendre l'expérience encore plus insupportable, les tortionnaires balançaient parfois la victime d'avant en arrière, provoquant encore plus de déchirements dans sa chair. Ce processus macabre pouvait durer des heures, voire des jours, entraînant de graves blessures internes, des infections et souvent la mort. Le berceau de Judas ne concernait pas seulement la douleur physique, c'était aussi une forme de torture psychologique, car la victime ne saurait jamais quand ou si l'épreuve prendrait fin. Sa réputation terrifiante en faisait l'un des dispositifs de torture les plus redoutés de l'époque. Numéro 13. Le pulvérisateur de plomb. Le pulvérisateur de plomb peut sembler inoffensif à première vue, ressemblant à un simple outil en métal. Mais cet appareil n'était rien de simple dans sa cruauté. Il s'agissait d'une petite sphère métallique perforée, fixée à un long manche, permettant au tortionnaire de la remplir de plomb fondu, d'huile bouillante ou même de goudron chaud. Le liquide était versé dans la sphère, et une fois chauffé, le tortionnaire la secourait au-dessus du corps de la victime. Le liquide brûlant goûterait alors à travers les petits trous, provoquant de graves brûlures là où il touchait. Dans certains cas, le plomb fondu était versé directement sur le visage de la victime, ses yeux ou même dans sa bouche, provoquant des blessures horribles qui menaient souvent à une mort lente et agonisante. Le pulvérisateur de plomb était un outil de terreur polyvalent utilisé à travers l'Europe durant le Moyen Âge pour punir ceux accusés d'hérésie, de trahison ou de tout autre crime. Ses effets étaient dévastateurs, laissant derrière eux une peau carbonisée, des yeux aveuglés et, dans de nombreux cas, une mort horrible. Numéro 12. Bouillir vif. Bouillir vif peut sembler un cauchemar, mais pour certains, c'était une réalité terrifiante. Cette punition macabre était utilisée dans différentes cultures pour donner un exemple de ceux qui commettaient des crimes graves. Le processus était exactement ce qu'il semblait. Le condamné était placé dans un grand pot rempli de liquide, souvent de l'eau, mais parfois de l'huile ou du métal fondu. Ensuite,
Le pot était chauffé jusqu'à ce que le liquide bouille. La douleur de cette torture était inimaginable. Alors que le liquide bouillonnait, il cuisait la victime vive, provoquant des cloques sur sa peau, des pelages et finalement la défaillance de ses organes. En Angleterre, cette méthode était utilisée sous le règne du roi Henri VIII, particulièrement contre ceux coupables de meurtre par empoisonnement. Bouillir était un processus lent et prolongé conçu pour maximiser la souffrance, tout en horrifiant les témoins. Cela servait d'avertissement brutal à quiconque osait défier la loi. Numéro 11. Empalement. L'empalement est une punition qui définit véritablement le mot macabre. Cette méthode, rendue célèbre par Vlad l'Empaleur, consistait à enfoncer un grand pieu aiguisé à travers le corps de la victime. Mais ce n'était pas une mort rapide. Le pieu était soigneusement inséré par l'anus ou le vagin, et les bourreaux s'assuraient qu'ils ne touchaient pas immédiatement aux organes vitaux. L'objectif était de prolonger la souffrance de la victime. Le pieu était ensuite élevé verticalement, laissant la victime glisser lentement alors que la gravité la tirait vers le bas. La mort pouvait prendre des heures, voire des jours, alors que le pieu perçait progressivement plus d'organes. Vlad l'Empaleur utilisait cette méthode pour terrifier ses ennemis, empalant des milliers de personnes pour maintenir sa réputation redoutable. L'horreur de l'empalement ne résidait pas seulement dans la douleur, mais aussi dans le tourment psychologique de voir d'autres subir le même sort, sachant que vous pourriez être le prochain. Numéro 10. Traînage sous la quille. Le traînage sous la quille était la matière des cauchemars pour les marins au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette punition maritime consistait à attacher la victime à une corde qui passait sous la quine du navire. La victime était ensuite jetée par-dessus bord et traînée sous la coque couverte de barnacles. En étant tirée, les barnacles acérés déchiraient sa peau, laissant des blessures profondes et sanglantes. De nombreuses victimes se noyèrent avant de pouvoir être remontées à bord, et celles qui survécurent souffraient souvent de blessures graves et d'infections. Le traînage sous la quille était une manière de maintenir une discipline stricte à bord des navires, servant d'exemple terrifiant à quiconque envisageait de désobéir aux ordres. Bien que ce ne fût pas aussi courant que d'autres formes de punition, sa nature macabre en faisait l'une des plus redoutées. Numéro 9. Être cousu à l'intérieur d'un cheval mort. Être cousu à l'intérieur d'un cheval mort est aussi horrible qu'il y paraît. Le processus commençait par la casse des membres de la victime pour prévenir toute possibilité d'évasion. Cette étape brutale garantissait que la victime était complètement incapacitated. Ensuite, elle était forcée d'être placée à l'intérieur de la carcasse d'un cheval mort. Pour ajouter à l'horreur, la victime était cousue dans le ventre du cheval, la piégeant ainsi dans une prison en décomposition. Comme si le confinement et les os brisés n'étaient pas suffisants, la carcasse du cheval était ensuite laissée à pourrir dans la nature, souvent juste en dehors des limites de la ville. Cela exposait la victime aux éléments sans pitié et aux charognards du règne animal. Chacals, chiens sauvages, loups et vautours, selon la région. Ces prédateurs pouvaient potentiellement dévorer la personne vivante si elle n'avait pas déjà suffoqué à cause des fumées toxiques émises par le cheval en décomposition. Les origines de cette punition remontent au début du christianisme, notamment associées aux atrocités contre les martyrs chrétiens sous l'empereur Néron. Un récit similaire se trouve dans les archives grecques anciennes, où une assemblée discute de la méthode la plus cruelle pour tuer une femme chrétienne. Ils décidèrent de la coudre à l'intérieur d'un âne mort, avec sa tête exposée. Numéro 8. Pendaison, éviscération et quartier. La pendaison, l'éviscération et le dépeçage étaient la peine ultime pour la trahison dans l'Angleterre médiévale. Elle était réservée à ceux qui osaient trahir la couronne. Le processus était aussi brutal que long. Tout d'abord, le condamné était traîné jusqu'au lieu d'exécution sur une châssis en bois, un voyage déjà humiliant et douloureux. Une fois arrivé, il était pendu par le cou mais coupé avant que la mort ne puisse l'emporter, le laissant dans une douleur atroce. L'exécuteur l'éviscérerait alors tandis qu'il était encore vivant, brûlant ses entrailles devant ses yeux. Enfin, le corps était démembré, chaque membre étant envoyé dans différentes parties du pays comme avertissement aux autres. Les têtes étaient souvent exposées sur des pics dans des endroits publics comme le pont de Londres. Cette punition servait de puissant moyen de dissuasion, s'assurant que quiconque envisageait la trahison y réfléchirait à deux fois. Numéro 7. La roue de torture.
La roue de torture était un dispositif conçu pour maximiser la souffrance et extraire des confessions des prisonniers les plus obstinés. Cet instrument infâme consistait en un cadre en bois avec des rouleaux à chaque extrémité. Les poignets et les chevilles de la victime étaient attachés à ces rouleaux et alors que l'exécuteur les faisait tourner, le corps était douloureusement étiré. Plus les rouleaux étaient tournés, plus les articulations, les ligaments et les muscles étaient tendus. Dans des cas extrêmes, les membres de la victime pouvaient être disloqués ou même arrachés. La roue de torture était également une arme psychologique, brisant la volonté de ceux qui la subissaient. La peur de la roue suffisait souvent à faire avouer aux prisonniers des crimes qu'ils n'avaient pas commis, juste pour arrêter la douleur. Ce dispositif est devenu un symbole de cruauté médiévale et a été largement utilisé à travers l'Europe pendant l'Inquisition et d'autres périodes de turbulences religieuses et politiques intenses. Numéro 6. Strappado. Le strappado était une méthode de torture qui semblait presque trompeusement simple, mais ses effets étaient dévastateurs. Les mains de la victime étaient liées derrière son dos et elle était soulevée du sol par une corde attachée à ses poignets. Le simple poids de son propre corps tirant contre ses bras provoquait souvent une douleur atroce, avec des épaules disloquées comme résultat courant. Cette méthode ne se limitait pas à la douleur physique, elle était conçue pour briser l'esprit. Dans certains cas, les tortionnaires ajoutaient des poids aux pieds de la victime, intensifiant l'angoisse. Dans des variantes plus brutales, connues sous le nom de squassation, la victime était soudainement lâchée, pour être ensuite tirée en arrière par la corde, causant des blessures supplémentaires à ses articulations et ses muscles. Notorious pour son utilisation pendant l'Inquisition espagnole, le strappado était également utilisé contre des prisonniers politiques comme Niccolò Machiavelli. Il a souffert sous cette technique cruelle durant son emprisonnement en 1513. Avant de poursuivre, voici le choix du jour des abonnés. L'image entende que vous voyez nous ramène à une époque où la justice était rendue avec cruauté et honte publique. Les trois femmes, les mains liées derrière le dos, sont probablement préparées pour une punition qui fait frémir. Le strappado. Cette méthode brutale consistait à soulever les victimes dans les airs par leurs poignets, provoquant souvent une douleur atroce et des épaules disloquées. Bien qu'elle ne soit pas exclusivement réservée aux femmes, c'était un sort terrifiant pour celles accusées de crimes ou simplement défiant les normes sociétales. Mais ce n'était pas la seule forme de torture et d'humiliation que les femmes subissaient. Il existe d'autres punitions effrayantes dans l'histoire qui vous mettront mal à l'aise. Une autre méthode infâme était les carcans, un dispositif qui enfermait les pieds et parfois les mains de la victime, les rendant vulnérables aux moqueries, aux insultes et même aux abus physiques de la part des passants. Pour les femmes, cette punition ne consistait pas seulement à infliger une douleur physique, mais aussi à les dépouiller de leur dignité de la manière la plus publique possible. Et puis il y avait le banc de démerde, souvent réservé aux femmes accusées de sorcellerie ou d'être trop intrépides. Attachées à une chaise, ces femmes étaient plongées à plusieurs reprises dans de l'eau froide et trouble, une punition qui pouvait entraîner un choc ou même la mort. Ces méthodes étaient conçues non seulement pour punir, mais aussi pour contrôler et soumettre, reflétant les réalités dures d'une époque où la miséricorde était une denrée rare. Que pensez-vous de ces pratiques brutales? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Machine à manivelle. La machine à manivelle n'impliquait peut-être pas de violence physique, mais elle était une forme de torture qui rongeait l'âme. Inventée au XIXe siècle comme un outil de punition dans les prisons britanniques, la machine à manivelle était un dispositif qui obligeait les prisonniers à tourner une manivelle à maintes reprises, souvent des milliers de fois par jour. À l'intérieur de la machine se trouvait un tambour rempli de sable ou d'autres matériaux qui créaient une résistance pendant que le prisonnier manœuvrait. La tâche était monotone, épuisante et apparemment sans fin, conçue pour briser l'esprit par la simple dureté du travail. Les prisonniers qui n'atteignaient pas leur quota quotidien faisaient face à des punitions supplémentaires, ce qui faisait de la machine à manivelle non seulement un outil d'épuisement physique, mais aussi de tourment psychologique. C'était une punition qui transformait le temps en arme, épuisant ceux qui y étaient soumis avec le désespoir de leur tâche. Numéro 4. Exécution par éléphant. L'exécution par éléphant était une forme de peine capitale utilisée en Asie du Sud et du Sud-Est.
où des éléphants étaient entraînés pour réaliser des exécutions publiques. Ces puissants animaux étaient utilisés pour écraser, dismembrer ou même décapiter les prisonniers condamnés. La méthode était autant un spectacle qu'une forme d'exécution, avec de grandes foules se rassemblant pour témoigner de la puissance terrifiante de ces bêtes. Dans certains cas, les éléphants étaient entraînés à prolonger l'exécution, infligeant des tortures avant de porter le coup final fatal. Les éléphants étaient capables d'écraser des os et des crânes d'un seul pas, où ils pouvaient être dirigés pour utiliser des lames attachées à leurs précieuses pour trancher la victime en morceaux. Cette méthode ne concernait pas seulement la mort, mais le faisait d'une manière qui démontrait le pouvoir absolu du souverain. L'exécution par éléphant était un rappel dramatique et terrifiant des conséquences de la défiance à l'autorité. Numéro 3. Poinaculi. Dans la Rome antique, le crime de parricide, c'est-à-dire le fait de tuer son père, sa mère ou un proche, était considéré comme l'un des actes les plus odieux possibles. La punition consistait à être cousu dans un sac en cuir avec une bande d'animaux vivants, un chien, un singe, un coq et un serpent. Une fois enfermé avec ces créatures terrifiées, le sac était jeté sans cérémonie dans une rivière, laissant le criminel se noyer au milieu des battements frénétiques de ses compagnons récalcitrants. Mais ce n'était pas une simple collection d'animaux au hasard. Chaque créature était choisie pour sa signification symbolique dans la culture romaine. Le serpent, souvent une vipère, était réputé pour tuer ses parents à la naissance, incarnant le crime commis. Le chien, perçu comme un animal enragé et impur, représentait la honte. Le coq symbolisait la violence, et le singe, une moquerie de la vie humaine, représentait la folie. Au fil des ans, cette punition macabre a connu plusieurs variations. Sous le règne de l'empereur Hadrien, les animaux dans le sac sont devenus standardisés et la pratique a continué à être une punition redoutée pendant des siècles. Bien que la poinaculi soit finalement tombée en désuétude, elle a connu une résurgence dans l'Allemagne médiévale, où elle a été adaptée avec différents animaux, et le sac était fait de lin absorbant, veillant à ce que le condamné se noie plutôt que de suffoquer. Numéro 2. Oubliette. Une oubliette n'est pas simplement un donjon, c'est un puits de désespoir, une prison conçue pour faire disparaître ses captifs du monde. Le mot lui-même vient du verbe français « oublier », signifiant « oublier », et c'est exactement ce qui est arrivé à ceux qui ont été jetés dans ce horrible trou. Contrairement aux prisons traditionnelles, une oubliette n'était souvent rien de plus qu'un étroit puits vertical caché sous une trappe. Une fois abaissée dans ce puits exigu et sans fenêtre, la victime était oubliée, laissée à mourir lentement, dans une obscurité totale. Le design de l'oubliette était sa caractéristique la plus sinistre. En général, elle était si étroite que le prisonnier ne pouvait ni s'asseoir ni se coucher confortablement. Le plafond, à quelques centimètres au-dessus de la tête du captif, ajoutait à l'horreur claustrophobique. Souvent, ces fosses étaient dépourvues de lumière, de nourriture, et parfois même d'eau, menant à une mort lente par famine, déshydratation ou pure folie. Dans certains cas, les oubliettes étaient remplies de pointes au fond, s'assurant qu'un simple faux pas empalerait le prisonnier. Parfois, les captifs étaient laissés pendant des jours, juste pour être récupérés et soumis à de nouvelles tortures. Ces sombres et étroites cellules étaient couramment utilisées dans l'Europe médiévale, notamment dans les châteaux conçus à la fois pour la défense et l'administration d'une justice cruelle. Numéro 1. Bastinado. Le bastinado est une forme de punition qui se concentre sur les plantes des pieds, une zone incroyablement sensible. Cette méthode, utilisée dans diverses cultures à travers l'histoire, consistait à frapper les pieds avec un bâton ou une tige. Les victimes étaient souvent retenues, et les frappes répétées causaient une douleur intense, un gonflement et parfois des dommages à long terme. La simplicité du bastinado en faisait une forme courante de punition corporelle, en particulier dans des endroits comme le Moyen-Orient et l'Asie. Il était utilisé non seulement comme moyen de punition, mais aussi pour extraire des confessions ou des informations des prisonniers. La douleur infligée par le bastinado est sévère, car les pieds contiennent de nombreuses terminaisons nerveuses, rendant chaque coup atroce. Merci de regarder. À bientôt dans la prochaine vidéo.